Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire Ali Aboulaban, une histoire américaine de féminicide très récente et dont vous avez probablement déjà entendu parler puisque elle implique des personnalités connues sur les réseaux sociaux. Alors comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Nous sommes le 21 octobre 2021 à San Diego, en Californie. C'est dans le quartier très branché de l'East Side que la famille Aboulaban a décidé de s'installer. Anna-Marie, Ali et leur fille de 5 ans, Amara, vivent au 35e étage d'un immeuble ultra luxueux avec d'immenses baies vitrées qui permettent d'admirer les nombreux gratte-ciel du berceau historique de la Californie. Le quartier de l'East Side, il a une vie nocturne très animée, en apparence idéale pour le couple d'influenceurs. En effet, Ali est une véritable star sur TikTok et sa femme Anna cumule pas mal d'abonnés sur son compte Instagram. Ils sont très populaires et surtout très appréciés par leurs communautés respectives. Alors quand les abonnés apprennent qu'une fusillade a eu lieu dans ce fameux gratte-ciel de l'East Side, précisément là où la famille Aboulaban habite, ils s'inquiètent immédiatement. Et quand les détails de l'affaire commencent à sortir, ils sont sidérés. C'est bien Anna, 28 ans, qui a été abattue avec un de ses amis, Rayburn Cardenas Barron, 29 ans. L'alerte a été donnée par Ali, son mari, qui a contacté le 911 après avoir trouvé les corps sans vie de sa femme et de Rayburn en rentrant dans l'appartement. Pour les fans d'Anna et d'Ali Aboulaban, c'est le choc. Ils suivaient leur vie depuis plusieurs années et n'arrivent pas à imaginer que quelqu'un ait pu en vouloir à la jeune femme. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter Anna-Marie Aboulaban. Je sais que c'est quelque chose que je dis souvent, mais là on a vraiment très peu d'informations sur elle. Pour vous dire à quel point on ne connaît rien sur sa vie, même sa date et son lieu de naissance sont incertains. On sait qu'elle est née en 1993, à Okinawa au Japon selon certaines sources, ou à Staten Island dans l'état de New York d'après d'autres. Bref, vous comprenez, c'est vraiment pas très précis et malheureusement c'est une information que j'ai pas pu vérifier. Ce qui est certain, c'est que ses parents sont originaires des Philippines et que son père était un haut gradé de l'armée. Anna a d'ailleurs fait son lycée dans une base militaire américaine au Japon. Par la suite, elle obtient un diplôme en sciences à l'université technologique des Philippines. Ses proches la décrivent comme une jeune femme intelligente, charismatique, gentille. Pour sa meilleure amie, Casey Conroy, c'est surtout sa beauté intérieure qui la distinguait des autres. Ali Nasser Aboulaban, lui, est né le 18 mai 1992 à Staten Island, de parents d'origine palestinienne. Il a grandi à Manassas, en Virginie, et son enfance semble être assez ordinaire. Ali est un garçon plutôt extraverti en apparence, qui adore être le centre de l'attention. À 14 ans, il est même le chanteur d'un groupe de musique, et c'est peut-être ce qui marquera le début du rêve d'Ali de devenir célèbre, un rêve qui va le suivre dans sa vie d'adulte. Après le lycée, il rejoint l'armée et perd visiblement sa famille de vue. Il n'était apparemment pas vraiment proche et semble même rompre tout contact au moment où Ali est muté à Okinawa, dans la même base militaire que le père d'Anna. C'est d'ailleurs dans cette base militaire qu'Ali et Anna se rencontrent en 2014. C'est le véritable coup de foudre. Ali est en admiration devant la magnifique jeune femme et leur relation commence de manière très intense. Mais pour Casey, la meilleure amie d'Anna, cette admiration qu'Ali avait pour la jeune femme se transforme rapidement en obsession. Elle se souvient d'une fois où, alors qu'elle l'appelle Anna, c'est Ali qui décroche à sa place. Il est agressif et lui demande pourquoi elle appelle, ce qu'elle veut. Casey ressent un profond malaise et elle s'inquiète pour son amie parce qu'elle trouve que c'est un comportement hyper malsain et totalement anormal.
Quelque temps plus tard, Ali aurait été réformé suite à une bagarre dans un bar. Le couple déménage alors en Virginie alors qu'Anna est enceinte. Ils se marient le 27 janvier 2017, environ un an après la naissance de leur petite fille, qu'ils appellent Amara. D'après Ali, à ce moment-là, ils vivent une vie calme, confortable, idéale, le véritable rêve américain, quoi. Ali travaille comme ingénieur informaticien pour une agence fédérale et il subvient aux besoins de la famille. Mais Ali se lasse très vite de son travail dans l'informatique, il a jamais abandonné son rêve de devenir une star et se met à composer des chansons. Rapidement, il se tourne vers un autre hobby qui semble mieux lui correspondre, la comédie. Il se met à faire des sketchs, surtout des imitations de personnes célèbres, qu'il poste d'abord sur TikTok sous le pseudo de Gene Kid, puis sur YouTube et Instagram. Il est fan de Tony Montana, le personnage mythique de Scarface joué par Al Pacino, et du rappeur Tekashi69. Il se démarque rapidement par ses imitations de ces deux personnages, très appréciés par ses followers. Mais c'est en 2019, avec ses vidéos sur l'univers de Skyrim, qu'Ali atteint la notoriété. Ses vidéos en mode POV deviennent virales et il atteint très rapidement un total d'1 million d'abonnés sur TikTok et ses autres réseaux. Anna figure d'ailleurs très souvent dans ses vidéos et elle se met elle aussi à poster du contenu sur Instagram. Leurs abonnés sont en admiration devant le couple qu'ils semblent former. Ils sont beaux, amoureux, heureux et surtout ils ont du succès. Il leur arrive souvent de poster des vidéos ensemble avec par exemple comme titre When your relationship is drama free, donc quand il n'y a pas de problème dans ton couple. Ils semblent vraiment vivre un conte de fées. En février 2021, ils déménagent à San Diego. D'après Ali, l'idée serait venue d'Anna, qui avait pas mal d'amis virtuels basés dans cette ville. Et c'est vrai qu'Anna était en contact avec pas mal d'influenceurs via les réseaux sociaux, ce qui aurait motivé cette décision. Quoi qu'il en soit, ce déménagement semble assez stratégique pour Ali, qui a pour ambition de lancer sa carrière d'acteur. Et pour ça, la Californie, c'est un choix logique. Mais ce déménagement semble marquer un tournant dans leur relation qui va se dégrader petit à petit dès leur emménagement dans ce fameux building luxueux de l'East Side. À partir de ce moment-là, Anna est très active sur les réseaux, elle gagne pas mal d'abonnés grâce à ses posts de type lifestyle où on la voit faire du sport, prendre soin d'elle, sortir avec ses amis, etc. La jeune femme semble très épanouie, elle sort souvent avec ses nouveaux amis, alors qu'Ali, de son côté, n'a pas vraiment de vie sociale, il a pas d'amis et la seule vraie relation qu'il a en dehors de son mariage, c'est avec son cousin, Luis Marinari. En apparence, le couple semble toujours filer le parfait amour, ils se mettent toujours en scène dans leurs vidéos et Ali continue à gagner des abonnés. Mais dans les coulisses, c'est loin d'être aussi rose. Depuis quelque temps déjà, Anna soupçonne Ali de l'avoir trompé à plusieurs reprises, ce qu'elle aurait d'ailleurs confié à ses amis. Alors elle a pas beaucoup d'éléments concrets, mais il y a apparemment des comportements suspects. Genre, il sort le soir sans dire où il va, et il rentre que le lendemain matin. Il est constamment sur son téléphone en train de parler à quelqu'un, et elle l'aurait même surpris avec une autre femme dans leur appartement. Bref, leur vie à San Diego n'est clairement pas idyllique, et Ali n'apprécie pas la nouvelle indépendance de sa femme. Elle, qui dépendait de lui lorsqu'ils étaient en Virginie, a désormais une carrière et une vie sociale épanouie. Il semble jaloux de son succès, il aime pas qu'elle sorte le soir, surtout sans lui. Quand Anna sort avec ses amis, il la harcèle au téléphone et va même jusqu'à contacter tous ses amis si elle répond pas assez vite à son goût. Au-delà de ça, il devient aussi très parano et commence à porter une arme dès qu'il sort de chez lui. De manière générale, Ali veut faire partie de tous les aspects de la vie d'Anna et son cousin rapporte d'ailleurs qu'il y avait tous les signes d'une relation toxique. Il est extrêmement possessif, il veut tout contrôler et il devient de plus en plus agressif. La meilleure amie d'Anna, Casey, se souvient qu'il coupait la parole, qu'il était agressif et qu'il voulait l'attention de tout le monde. D'après elle, son succès sur les réseaux l'avait vraiment rendu très arrogant et il se vantait en permanence d'être Gene Kid. Son comportement devient de plus en plus inquiétant et commence aussi à prendre régulièrement de la cocaïne, ce que ses abonnés remarquent très rapidement. Il faut dire qu'il faisait pas vraiment d'efforts pour le cacher, hein. Il en prend même pendant un live sur Instagram dans lequel il est complètement ivre.
than any other dude, bro. I don't need to pretend to be single. Too busy enjoying life with my wife. Alors le lendemain, il s'excuse en disant à ses abonnés que c'est la première fois qu'il en prend, mais personne n'est franchement convaincu. Dans ce même live d'ailleurs, il part un peu en roue libre et tient des propos assez incohérents. Il dit qu'il aime sa femme plus que tout, mais par contre pas ses amis. Il accuse ses putes de toutes tromper leur mari. Bref, on voit qu'il est dans un état de fragilité psychologique et son état de santé se dégrade, ce qui inquiète ses abonnés. Il perd beaucoup de poids et consomme énormément d'alcool et de drogue. Son cousin Luis Marinari se souvient d'ailleurs d'une soirée dans un bar de San Diego. Ali sort un énorme sachet de coke qu'il pose nonchalamment sur la table. Alors évidemment, Luis lui dit de le ranger immédiatement, que ils vont avoir des problèmes et se faire virer du bar. Mais Ali, loin de s'inquiéter, répond simplement « Je suis Gin Kid, je peux faire tout ce que je veux, personne ne peut me toucher ». Pour son cousin, la célébrité lui est vraiment montée à la tête et il a développé un sentiment de supériorité, de toute puissance. Il se voit comme intouchable. Et toujours cette soirée, alors qu'ils sont dans ce fameux bar, Ali, il est en boucle sur Anna. Son obsession semble avoir empiré. Il répète à quel point elle est belle et surtout qu'il ne laissera jamais quelqu'un d'autre la voir. À ce moment-là, on ne le sait pas encore, mais les violences conjugales font partie du quotidien d'Anna Aboulaban. Il semblerait que ces épisodes se soient surtout produits après leur déménagement à San Diego, mais on n'a pas non plus beaucoup d'informations sur comment était leur vie en Virginie. On sait par contre qu'il y a eu des signalements faits à la police quelques mois avant le meurtre d'Anna, et les voisins de palier des Aboulaban ont d'ailleurs rapporté un incident particulièrement inquiétant. Un jour, environ un mois avant la tragédie, Anna frappe chez eux, complètement paniquée, en les suppliant d'appeler la police. Elle explique qu'Ali l'a frappée et a confisqué son téléphone pour l'empêcher d'appeler les secours. Toujours d'après ses voisins, c'était pas un événement isolé, ils ont vu plusieurs fois les policiers intervenir au domicile des Aboulaban. Et ces propos ils sont d'ailleurs confirmés par l'officier Christopher Leahy de la police de San Diego. Au cours des 3 derniers mois avant son meurtre, Anna a appelé la police 9 fois pour violence conjugale. Toujours d'après l'officier Leahy, Anna aurait contacté les autorités en octobre 2021 pour signaler le comportement violent de son conjoint. Il l'aurait poussé violemment devant leur fille, à qui il aurait même montré un pistolet chargé et comment s'en servir. Pourtant, malgré tout ça, Ali n'a jamais été arrêté ni même conduit au poste de police. À la même période, dans un live Instagram, on voit Ali hurler sur sa femme, qui n'est pas dans le champ de la caméra. Il l'accuse de l'avoir utilisée pour aller aux États-Unis et lui reproche d'avoir voulu vivre à San Diego juste pour être avec ses amis. Fucking talk to me, bitch. Fucking taking away my whole life. I got a top secret clearance. You trying to fuck that up? Fucking bitch. Fucking talk to me. I'll bring you to San Diego for what? So you can run to your friends? Fucking bitch. You're not even an American citizen. I brought you to this goddamn country. Name one man that would do that shit for you, bitch. Look at this shit, bro. All my clothes on the floor. She threw all my shit. If I was petty, I would tell them that she beat me the fuck up too. And you know what? Goodbye to your little citizenship. No, it's the truth. You're a fucking bitch ass. Shut the fuck up. Dans ce live, il a un comportement erratique et semble être complètement sous l'emprise de la cocaïne. Il renifle beaucoup et est très agité. On l'entend aussi crier « Putain de salope, je t'ai amené dans ce pays » ou encore « Ah les femmes, toutes des salopes ingrates ». C'est finalement le 18 octobre 2021, soit seulement 3 jours avant le double homicide, qu'Anna demande à Ali de quitter le domicile conjugal. Elle demande le divorce et d'après ses amis, elle a peur pour elle et sa fille et elle pense à demander une ordonnance restrictive pour se protéger de son mari. Même si Ali semble accepter de partir à ce moment-là, il est visiblement déterminé à tout faire pour récupérer sa femme. Il prend une chambre à l'hôtel Mission Bay, mais s'assure en secret de faire un double des clés de l'appartement qu'il partageait avec Anna avant de partir. Il sombre de plus en plus dans l'alcool et dans un nouveau live, on le voit boire une bouteille de vin au goulot alors qu'il conduit, tout en disant qu'il a des problèmes de couple.
Il continue bien évidemment à harceler Anna au téléphone, il l'appelle constamment, ainsi que tous ses amis. Il veut absolument savoir ce qu'elle fait. D'après son cousin, Ali n'accepte pas du tout la demande de divorce. Pour lui, c'est inenvisageable de perdre Anna. Il est complètement dans le déni et réfléchit à des stratagèmes pour la récupérer. Le 21 octobre 2021, pris d'un élan de colère, il entre dans l'appartement de l'Eastside en utilisant le double des clés et détruit tout ce qu'il peut. Il s'assure d'appeler Anna pour lui expliquer ce qu'il a fait et il va en profiter pour installer un logiciel espion dans l'iPad de leur fille qui va lui permettre d'écouter à distance ce qui se passe dans l'appartement. Vous le savez, Ali travaillait dans l'informatique à un niveau assez élevé, donc c'est vraiment pas si étonnant qu'il ait eu les connaissances nécessaires pour installer ce genre de logiciel. Quand Anna rentre chez elle ce jour-là, elle est accompagnée par son amie, Rayburn Barron, peut-être parce qu'elle lui a demandé de l'aide pour ranger son appartement saccagé, peut-être aussi parce qu'elle se sentait pas en sécurité. Toujours est-il qu'ils entrent ensemble dans l'appartement, sans savoir qu'Ali peut les écouter à distance grâce à l'iPad de la petite Amara. Ali, lui, est de retour dans sa chambre d'hôtel, et quand il entend la voix de sa femme mêlée à celle d'un homme, il entre dans une rage incontrôlable. Il s'empare de son arme, monte dans sa voiture un petit peu avant 15h et fonce jusqu'à l'appartement. Sur les images de la caméra de surveillance de leur appartement, on le voit sortir de l'ascenseur et se précipiter vers la porte d'entrée. Ali ouvre ensuite la porte et s'approche d'Anna et de Rayburn, qui sont assis sur le canapé. Il tire sur Rayburn à bout portant, à 3 reprises. Anna, qui a à peine eu le temps de comprendre ce qui arrivait, se met à hurler. Ali abat alors sa femme d'une balle dans la tête, aussi tirée à bout portant. Seulement quelques dizaines de secondes se sont écoulées entre le moment où il est sorti de l'ascenseur et celui où il a tiré. Ensuite, tout se passe très vite. Ali quitte l'appartement, il remonte dans sa voiture et appelle sa mère pour lui avouer ce qu'il vient de faire. Il va ensuite chercher sa fille à l'école et il lui dit qu'il a fait mal à maman. À 15h10, il passe un appel au 911, mais cette fois, il ment en disant qu'il serait rentré chez lui et aurait trouvé sa femme et un de ses amis morts. Les policiers arrêtent Ali Aboulaban à peine 45 minutes après cet appel grâce à la géolocalisation de son téléphone. Sa fille est à l'arrière de la voiture à ce moment-là et on retrouve aussi une arme à feu dans le véhicule. Alors si les policiers n'ont pas hésité à l'arrêter, c'est aussi parce que plusieurs appels au 911 avaient déjà été passés, des voisins des Aboulaban qui avaient entendu plusieurs coups de feu et qui auraient ensuite vu Ali sortir précipitamment de l'immeuble. L'interrogatoire d'Ali Aboulaban a lieu le jour même, aux alentours de 20h. D'après le sergent Christopher Leahy, Ali est complètement instable et ses humeurs changent d'une minute à l'autre. Il passe de j'aime ma femme plus que tout à d'un seul coup la traiter de salope, de pute, de traînée, et il ne maîtrise absolument pas ses émotions. Même les détectives en charge de son interrogatoire, qui ont pourtant quand même des années d'expérience, sont choqués du comportement complètement erratique d'Ali Aboulaban. Il faut pas longtemps avant que le suspect craque et passe aux aveux. Il dit avoir complètement perdu le contrôle en entendant sa femme rire avec un autre homme via le logiciel espion placé dans l'iPad. Et ensuite, il reconnaît que c'est bien lui qui a abattu Anna et Rayburn. Il est immédiatement placé en détention provisoire et pour les abonnés de la star de TikTok, c'est le choc total. L'audience préliminaire d'Ali Aboulaban commence le 7 janvier 2022. La salle d'audience est pleine à craquer. Les proches des deux victimes ont tous fait le déplacement pour y assister. L'atmosphère est lourde, il y a beaucoup de tensions et certaines personnes doivent même être escortées de force hors de la salle d'audience car le comportement d'Ali enrage les proches des deux victimes et notamment ceux de Rayburn qui finissent par lui hurler dessus. Et il faut dire que le comportement d'Ali est de nouveau profondément choquant. Il hurle, il pleure, il se met même à crier salope lorsqu'il apprend que les messages qu'Anna et Rayburn échangeaient laissent supposer qu'ils entretenaient une liaison. Pour essayer d'apaiser les tensions qui empêchent le bon déroulement de l'audience, la séance est suspendue et ne reprend que 2 semaines plus tard, le 24 janvier 2022. À la surprise générale, Ali plaide non coupable aux 2 chefs d'accusation de meurtre, alors qu'il avait avoué les faits juste après son arrestation. Malgré ça, il est placé en détention provisoire, sans possibilité de caution, et n'a pas le droit de voir sa fille.
Par la suite, il est interviewé depuis la maison d'arrêt, ce qui est vraiment très très rare. D'habitude, les accusés refusent de s'exprimer, notamment parce que c'est pas forcément conseillé par leurs avocats. Et dans cette fameuse interview, on voit de nouveau un homme complètement hors de contrôle. Ce qui est encore plus frappant, c'est l'incohérence de ses propos. Il dit à la journaliste qu'il a vu sa femme et Rayburn s'embrasser, ce qui lui aurait fait perdre le contrôle. Il ajoute qu'il se serait senti comme sur le siège passager de son propre corps. Or, c'est peu probable parce qu'on sait qu'il est arrivé armé dans l'appartement ce jour-là et qu'il a tiré seulement quelques secondes après avoir franchi la porte. Donc, difficile de justifier qu'il a pu tirer sans aucune préméditation. Et pourtant, il avait commencé par dire qu'ils étaient déjà morts au moment où il est entré dans l'appartement. Bref, ça a pas grand sens et ses versions sont contradictoires. Il revient sur ses aveux et va même jusqu'à nier avoir avoué le double homicide. Après, il se perd un peu dans ses explications, il accuse la cocaïne pour son agressivité et se positionne comme une victime. Sa vie a été foutue et il dit qu'il a perdu son bébé. Alors on pourrait se dire qu'il parle de sa femme ou de sa fille, mais pas du tout. Son bébé, c'est TikTok et il pleure en fait la perte de sa carrière sur les réseaux. Bon, au moment où je fais cette vidéo, on est toujours en attente du procès. En fait, il a été repoussé à plusieurs reprises. Il devait d'abord se tenir le 3 mai 2023, puis en septembre 2023, et finalement le 8 janvier 2024. Donc je croyais vraiment quand j'ai commencé à prévoir de faire cette vidéo qu'on aurait le fin mot, mais non. Au final, le procès n'a pas encore eu lieu, mais sur le site du procureur de district de San Diego, on voit qu'il est désormais prévu pour le 16 avril 2024. Il faudra donc attendre cette date-là pour en savoir plus. Alors ça peut sembler incompréhensible qu'un procès soit repoussé autant de fois, mais d'après certaines personnes familières avec l'univers du droit américain, vu qu'il a décidé de plaider non coupable, le processus prend beaucoup de temps. Il faut en fait monter tout un dossier puisqu'il n'y a pas de négociation de peine comme dans les cas où les accusés plaident coupables. Je vous tiendrai au courant évidemment dès qu'il y aura une update, comme ce sera le cas aussi pour Ruby Franke et Jodi Hildebrandt. Je fais une toute petite parenthèse, je tiens à préciser au passage qu'on sait toujours pas à combien de temps de prison elles vont être condamnées. Pour le moment, on sait juste que ça ira de 4 à 60 ans de prison, donc c'est très vague. Alors même si le procès d'Abu Laban n'a toujours pas eu lieu, j'aimerais revenir un petit peu sur sa psychologie. Je l'ai déjà évoqué dans la vidéo, plusieurs de ses proches ont remarqué un gros changement à partir du déménagement du couple en Californie. Ça peut certainement être relié à différentes choses. Sa consommation d'alcool et de drogue qui semble vraiment avoir augmenté à partir de ce moment-là, au point que les abonnés le remarquent et s'en inquiètent. Ali Abu Laban semble complètement sombrer dans l'addiction, ce qui pourrait être, dans son cas, un symptôme de trouble de l'humeur. Par exemple, une potentielle dépression ou en tout cas une aggravation des humeurs très instables, potentiellement liées à son isolement suite à ce fameux déménagement, puisqu'il s'en est fait retrouver seul, vu qu'Anna a commencé à avoir sa vie à elle et à sortir beaucoup plus que quand il vivait en Virginie. Sa réaction à la célébrité qui l'a visiblement changé et qui a réveillé en lui des choses qui semblent s'apparenter à un trouble de la personnalité narcissique. Je dis ça parce que ses proches, ils ont témoigné qu'il avait commencé à développer un sentiment de supériorité, alors qu'avant, il était très timide et il n'avait pas confiance en lui. Donc son personnage de Gene Kidd, c'était un peu un moyen d'échapper à la réalité et de se créer une nouvelle identité. Un petit peu comme si c'était une version améliorée de lui-même, sans tous ses complexes et ses insécurités. Et puis c'est pas anodin de voir qu'il imitait quand même très souvent Tony Montana, le cliché du mâle alpha violent et dominateur qui n'hésite pas à recourir à la violence pour arriver à ses fins. Est-ce que c'est parce que il pouvait s'identifier à lui ou parce que il l'admirait et qu'il aspirait à devenir comme lui? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on voit son comportement violent et hors de contrôle, que ce soit pendant son incarcération et aussi lors de l'audience préliminaire, on peut pas tout attribuer à la consommation de substances, vu qu'il avait probablement accès ni à la drogue ni à l'alcool en détention. J'ai l'impression qu'il y a un réel problème de contrôle de ses émotions et potentiellement un ou plusieurs troubles de la personnalité.
Dans un article posté sur son blog, l'avocate Aleda K1, qui a assisté à l'audience, écrit qu'elle a eu l'occasion de suivre énormément de procès au cours de sa carrière, mais qu'elle n'a jamais vu un accusé perdre son sang-froid comme ça. J'ai assisté à des centaines d'audiences, mais je n'ai jamais vécu un moment pareil. C'était une scène particulièrement effrayante. Si Ali est capable d'exploser comme ça dans une salle d'audience, je me demande bien ce qu'Anna a pu vivre. À voir ce qui sera dit au moment du procès et si des experts psy livrent leur analyse là-dessus. Maintenant, je vais aborder une thématique plus générale et qui est au cœur de cette affaire. Vous vous en doutez, c'est les violences conjugales et les féminicides, dont on a déjà parlé sur cette chaîne, mais c'est l'occasion de refaire un gros point là-dessus. Ce qu'on voit dans l'histoire d'Ali et d'Anna Aboulaban, c'est vraiment le schéma classique. Une relation normale avec quand même déjà des signaux au début, la jalousie excessive et une relation trop fusionnelle, qui fait que les deux s'isolent et se coupent du reste du monde. Petit à petit, la situation devient de plus en plus toxique puisque le désir de contrôle d'Ali s'accentue, il répond au téléphone à la place d'Anna, il la harcèle quand elle sort avec ses amis, il essaye même de l'interdire de sortir. Mais dans ce type de relation, il faut pas croire que tout est tout le temps négatif. Il y a des hauts et des bas, tout est intense, même le positif. Ça s'installe progressivement, ce qui fait que les personnes au sein du couple s'habituent à cette dynamique. Ça devient un peu la normalité de leur relation et en plus les personnes impliquées vont essayer de masquer la réalité aux autres, souvent par déni ou par honte. Toutes ces choses expliquent en partie pourquoi une victime ne part pas facilement. Déjà parce qu'elle espère toujours que la relation s'améliore, que l'autre ait un déclic ou qu'il change, mais aussi parce qu'il y a souvent une forme de culpabilité. C'est ce qu'on appelle le gaslighting, c'est-à-dire une manipulation qui vise à inverser les rôles ou à minimiser le ressenti de la personne victime. Par exemple, c'est des phrases du type « Je t'ai jamais dit ça »,« C'est toi qui m'as poussé à bout »,« T'es trop sensible »,« Tu exagères ». Bref, vous avez compris. Selon les propres dires d'Ali, leur relation s'est détériorée après le déménagement à San Diego. C'est intéressant parce que il vivait en Virginie avant, soit l'état d'origine d'Ali, donc familier pour lui, ce qui lui donnait un certain avantage. Anna, de son côté, devait pas connaître grand monde là-bas, elle vivait dans son monde à lui, et elle devait probablement beaucoup dépendre de lui, autant émotionnellement que financièrement. Alors que quand il déménage à San Diego, Anna a des amis là-bas, et elle a donc une vie sociale plus remplie, elle sort plus souvent. En parallèle, elle développe aussi sa propre carrière sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse. On peut donc supposer qu'Ali a senti qu'elle échappait à son contrôle et n'a pas supporté de perdre l'ascendant qu'il avait sur elle. Elle ne dépendait plus exclusivement de lui comme avant. Et ça, c'est assez classique, un abuseur ne laisse pas sa victime s'échapper aussi facilement et fait tout pour la garder sous son emprise. En parallèle, il y a aussi l'aspect des violences physiques. Je tiens juste à dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas de violence physique qu'il n'y a pas de violence conjugale, mais dans cette affaire, il se trouve que c'était aussi le cas. On ne sait pas exactement quelle est la teneur de cette violence physique, mais dans tous les cas, les voisins ont entendu à plusieurs reprises des violentes disputes. Anna s'est sentie tellement en insécurité qu'elle a même cherché de l'aide en allant frapper à leur porte, ce qui prouve qu'il y avait probablement un danger physique imminent. Je vous rappelle aussi qu'Anna Aboulaban a fait 9 signalements à la police en moins de 3 mois avant son meurtre, qui n'ont abouti à rien. Ali n'a pas été arrêté, il n'a pas été interrogé, et c'est absolument rien passé et il n'y a eu aucune conséquence pour lui. C'est absolument pas normal et on peut dire que le système a complètement failli à Anna. Même si la responsabilité reste celle d'Ali, l'inaction totale des autorités a clairement participé à l'issue de cette tragédie, ce qui est absolument révoltant. Avant de terminer, il reste un dernier aspect que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo qui concerne un peu plus tout l'univers des réseaux sociaux. Déjà, le compte TikTok d'Ali Aboulaban est resté en ligne longtemps après les faits. Si vous avez vu ma vidéo sur l'affaire Ruby Frankie et Jodi Hildebrandt, vous vous souvenez sûrement qu'il s'était passé quelque chose d'assez similaire avec le site internet de Jodi, qui était toujours actif après son arrestation. Il a d'ailleurs été supprimé, probablement parce que le jugement a été rendu il y a quelques semaines.
Là, très récemment, le compte TikTok d'Ali Aboulaban a été supprimé, mais il y a plein de son contenu qui continue de circuler sur TikTok et à faire des vues. Il y a même plusieurs comptes qui repostent ses vidéos en se faisant passer pour lui et en répondant aux commentaires des utilisateurs, toujours en se faisant passer pour lui. Dans le même genre, très éthiquement douteux, on peut aussi voir plein de comptes où Anna raconte son histoire grâce à une IA. Sur TikTok, j'ai fait croire que nous étions le couple parfait. Mais quelques semaines plus tard, il m'a tiré une balle dans la tête. Je m'appelle Anna Aboulebon et je vais vous raconter mon histoire. Enfin, vu que l'affaire implique 2 personnalités connues sur internet, elle a provoqué pas mal de réactions, parfois très problématiques, avec des commentaires de soutien envers Ali, du style je comprends, elle l'a trompé, on aurait tous réagi comme ça, elle l'a mérité. Autant je suis déjà très choquée premièrement de voir autant de commentaires qui tiennent des propos pareils, mais ce que je trouve très très grave et dangereux, c'est que les plateformes, notamment TikTok, là en l'occurrence, ne modèrent pas du tout ce type de propos, et ça m'inquiète vraiment beaucoup. Et même plus généralement, tout le traitement médiatique de l'affaire a été problématique puisque la victime, Anna, a été définie uniquement par sa beauté dans presque tous les articles que j'ai pu lire, alors qu'Ali, lui, il est décrit comme la star de TikTok. Et voilà, comme d'habitude, la femme est réduite principalement à son corps, on n'a aucune information sur elle, et même dans les commentaires des gens qui veulent lui rendre hommage, on mentionne pratiquement que sa beauté. Bon écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, je vais vous épargner les moralités un peu bateau du style ah là là, faites attention, ce qu'on voit sur les réseaux c'est pas la réalité. Je pense que maintenant ça fait un moment que vous l'avez intégré et que vous le savez. Par contre vraiment, si vous êtes dans une relation toxique, que vous ne savez pas trop quoi faire, que vous espérez que l'autre va changer, que vous hésitez, je vous en conjure, partez. Votre vie est beaucoup trop précieuse pour prendre ce risque, aucun être humain ne vaut la peine de prendre ce risque, je vous l'assure. Écoutez, j'espère que mon travail sur cette affaire vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, un petit pouce en l'air, un commentaire et un abonnement font toujours plaisir. Moi, je vais vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. But I won't be afraid of these cold lines on my face, for they may lead me to a better place. Will you remember what I've done? Will you remember where